Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va aborder un sujet extrêmement important, comment investir à Dubaï avec sa société française. Parce qu'on entend honnêtement tout et son contraire, avec malheureusement pas toujours des bonnes informations. Et je suis aujourd'hui avec un expert du sujet, Gilles, présent sur Dubaï depuis plusieurs années, avocat fiscaliste, qui va se présenter et qui va pouvoir répondre à nos questions. Hello Gilles, Hello Quentin, comment vas-tu? merci de me recevoir, c'est un bonheur. Parfait, plaisir partagé. L'idée de ce podcast, c'est vraiment de partager un sujet important. On sait qu'en France, l'argent, il n'est pas dans les poches, il est plutôt dans les sociétés. Et ça, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour le comprendre. Et du coup, l'idée par rapport à ça, c'est que je reçois pas mal de messages d'entrepreneurs, de CEO, de personnes qui ont leur boîte en France, qui souhaitent potentiellement investir à Dubaï, sans se faire massacrer en passant par l'étape impôt sur le revenu, ce que je peux comprendre. Et donc l'idée, ça serait de leur expliquer comment faire, est-ce qu'il y a des choses à respecter, quel est le montage, quels sont vraiment le processus typique pour pouvoir le réaliser. Je te propose de te présenter, et puis après on va aborder ce sujet ensemble. Avec plaisir Quentin, donc moi j'ai le double diplôme, expert comptable et avocat, droit des affaires fiscales. Parfait. J'ai étudié au Canada et après j'ai développé plutôt un cursus vers l'international Ok. et en France bien évidemment, mais dans une cinquantaine de pays dans le monde avec un réseau qui s'appelle Financial Partners. Ok. Et aujourd'hui je suis basé à Dubaï depuis une quinzaine d'années. Nous avons un bureau et nous assistons beaucoup d'investisseurs européens, américains qui veulent investir aux Émirats Arabes Unis et justement loin des clichés, dans la vraie vie et avec des vraies réponses précises et pas avec ce que j'ai entendu du beau-frère de la cousine qui le sait d'ailleurs très bien de son voisin et donc c'est une certitude, voilà. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Autant il y a des choses, 1 plus 1, on sait que ça fait 2. Jusque-là, ça va. Mais autant la fiscalité, c'est. Je sais pas s'il y a une chimère autour de ça, si vous, les fiscalistes, vous gardez au secret entre vous, mais l'info est pas assez claire. Tu vois. Je pense que c'est ça. J'ai envie de dire, il y a un petit peu un. C'est comme les gens qui utilisent du jargon technique Oui. pour noyer un peu le poisson. Tu vois. Oui. C'est un peu comme les banquiers d'affaires il y a quelques années qui C'est disaient ça. ouais, vous inquiétez pas, on gère l'argent pour vous. Les termes Mais techniques, vous pouvez pas les comprendre. c'est un peu la faute aussi de notre profession. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pas te voir, alors qu'en fait, moi j'ai un problème aux yeux, je vais voir un ophtalmologue, et je n'ai pas de sujet, je sais que c'est le spécialiste qui va bien le faire. Et des fois, quand je fais des consultations, la plupart des gens me disent ok, ben en 1 heure, donc vous avez répondu à tout, je sais exactement comment faire. Ça a coûté peut-être 200, 300 euros. Et c'est clair. même ridicule par rapport aux enjeux, mais dans notre profession, on a trop l'idée que avant d'ouvrir la bouche, ça va coûter des milliers de dollars, et qu'un avocat en droit des affaires ou fiscal, c'est pas pour nous, qu'un expert comptable à l'international, c'est pas pour nous, alors que dans la vraie vie, eh bien, si on fait cette démarche-là, il n'y a aucune raison de ne pas sécuriser, comme à Dubaï, comme en France, nos opérations. Ouais, et surtout s'éviter l'erreur fiscale qui malheureusement pardonne pas en France, quoi. Qui coûte cher parce que évidemment que plus on fait de projets, mais c'est un peu la même chose aussi. Nous on le voit même en France, quelqu'un qui va utiliser sa holding pour reprendre le sujet, qui veut financer sa SCI, quand on est sur des contrôles fiscaux, en 2 secondes, on se dit on va se faire planter, le client va se faire planter, il n'a pas été conseillé. Pourquoi? Parce que c'est fait à peu près. Et quand on va voir un architecte, on n'a pas le droit de faire sa maison à peu près. On n'a pas le droit de se dire à 50 cm près, ton pilier il est correct. Oui. Parce que tu sais que tu vas avoir un problème. Là, c'est la même chose. C'est que, en fait, dans les process, tout doit être absolument carré. C'est pas diabolique, c'est pas compliqué, c'est pas coûteux non plus. C'est carré. Je rassure tout le monde. Faut que ce soit carré. Mais il faut que ce soit carré. C'est juste ça. Ok. Donc première question qui est importante. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible, ça c'est la première question, d'investir avec une société française à Dubaï? Et quand je dis investir avec une société française, c'est avec son argent de boîte française dans une structure qui permet potentiellement d'acheter de l'IMO à Dubaï. C'est ça qui intéresse les gens. C'est une vraie question, et encore plus dans le cadre des budgets en discussion en France, où la fiscalité est de plus en plus lourde. Et tu l'as très bien dit, le sujet c'est que le cash, la trésorerie nette est dans une société. Aujourd'hui, si j'ai 100 000 euros dans une société en net, si je veux le récupérer pour investir en France ou à Dubaï, le podcast servira pour les deux presque, eh bien c'est 30%. Pour l'instant, c'est possible que ce soit même encore un peu plus. Donc, ça veut dire 70 000, 30% de pouvoir d'achat en moins. Donc, la question, elle est très importante. Et oui, la réponse est parfaitement oui. Ce montage, s'il est parfaitement rodé et s'il est cousu sur mesure, eh bien, c'est une certitude. On peut le faire sans aucun enjeu. La seule question que l'on doit se poser du début jusqu'à la fin,
c'est quel est l'intérêt économique pour la société. On a compris son intérêt, on va s'en servir comme un effet de trésorerie qui va nous permettre d'investir, mais la seule question que l'inspecteur ou l'inspectrice des impôts va nous poser, c'est quel est l'intérêt économique de la société. Si on n'est pas capable de répondre à cette question, c'est que le montage a été mal fait. Et deuxième aspect, très important, c'est évidemment, c'est génial d'être aidé par une société pour construire du patrimoine, mais on pense à demain et après-demain, comment faire pour récupérer le bien en toute légalité dans son propre giron, dans son propre patrimoine, et pas avec une société où on sait bien que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer. On croise les doigts. Et voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, et aussi on a envie de transmettre à nos enfants. Toutes ces questions-là, il faut les aborder dès le départ. Ouais, exactement. Il y a la stratégie d'entrée, c'est pas compliqué. Tout le monde vous dit c'est magnifique, Dubaï, le off-plan, le machin, le truc. Il n'y a pas de souci, tout le monde est aligné là-dessus. Mais quand on fait des montages spécifiques, c'est quoi la stratégie de sortie à 5, 10, 15 ans? Est-ce que je me fais massacrer? Par où ça passe? Dans quelle mesure? Et voilà, d'anticiper un petit peu les choses. Je pense que l'avantage d'investir en société, on l'a balayé, il est assez simple. On optimise la trésor et on fait en sorte que l'investissement soit vraiment encore plus intéressant qu'il est déjà. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, j'ai une société française, peu importe, je sais pas, j'ai une société de plomberie, j'ai 10 personnes, je gagne bien ma vie, parce que les mecs qui sont là-dedans pour avoir des potes dans le BTP en France, ils gagnent plutôt bien leur vie, mes collègues. C'est quoi le process? Qu'est-ce que je dois faire? Je commence par quoi? J'appelle Gilles, ça bien évidemment, mais... On n'en parle pas. Ça paraît évident. Il faut déjà qu'on ait un projet, on appelle d'abord Quentin, et après on appelle Gilles. Ouais, potentiellement. Alors, on verra qui on appelle dans le premier, mais c'est quoi un petit peu aujourd'hui le processus qui nous permet de faire ça de façon optimale et d'être en règle partout? Alors en fait, il faut considérer évidemment la société comme une personne en tant que telle. On sait que c'est une personne morale, on le dit juridiquement, mais c'est une personne en tant que telle. Ça veut dire que la décision, c'est la société qui va la prendre. Même si vous allez me dire, dans la cité, il y a moi, ma femme et potentiellement mon associé, mais en tout cas, cette société-là doit prendre cette décision. La première des étapes, c'est sous le format juridique, une assemblée générale qui décide qu'il souhaite diversifier son activité et qu'il souhaite investir dans des activités qui peuvent avoir une rentabilité économique. Je rassure tout le monde, dans 99% des statuts en France, le plombier en Isère ou le chirurgien dentiste qui se retrouve sur la Côte d'Azur, on a dans 99% des cas, dans les statuts, une petite phrase dans l'objet social qui dit l'objet social principal, c'est ça, et toute opération financière d'investissement qui permettra le développement de la société. Donc, c'est presque établi de manière historique. C'est déjà là. C'est déjà là. Mais il faut une décision d'Assemblée générale. Ça coûte absolument rien à rédiger et qui dit tout simplement « je prends la décision ». Donc, il y a un historique d'investir durablement dans d'autres projets. Et la diversification, c'est l'immobilier. Mais encore une fois, c'est valable aussi bien pour investir dans une SCI à Clermont-Ferrand que pour investir à Dubaï. C'est la même chose. Une simple assemblée générale, on l'enregistre et point à la ligne. Ok, ça c'est super clair. Ensuite, la question c'est, l'AG, tout le monde est d'accord, on a fait les papiers, tout va bien. J'imagine qu'on ne peut pas acheter directement de la société, envoyer un virement de la société et d'acheter en perso sur Dubaï. Il faut potentiellement faire quelque chose d'autre. C'est quoi l'étape d'après, une fois qu'on a réalisé cette assemblée générale et qu'on est aligné sur le fait d'aller conquérir d'autres marchés pour l'immobilier de notre côté? Tu as tout à fait raison, Quentin. L'étape d'après, c'est la création d'une société aux Émirats Arabes Unis. Dans un émirat, en général, on n'est pas obligé d'avoir la localisation de sa société dans l'émirat où on investit, c'est important de le dire. Freehold, mainland, peu importe. En fait, c'est du mainland, c'est pas une free zone. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va opérer sur le territoire émirati. On ne va pas développer du service en dehors des Émirats Arabes Unis, donc c'est forcément du mainland, et c'est une société que l'on va créer, qui aura pour associé... Alors, c'est pas une SCI parce que la notion de SCI n'existe pas bien sûr aux Émirats, mais en fait on s'en fiche totalement parce que c'est une limited, c'est exactement comme une SARL ou une SAS en France, dans laquelle on va investir avec une proportion d'actionnariat de la société française. Mais là aussi, c'est exactement les mêmes conseils que ce que l'on aurait dans le cadre d'une SCI, parce qu'évidemment, on a des jurisprudences sur le plan fiscal, on sait ce qui est admis ou pas admis, et on sait que pour que la société française puisse justifier qu'il va utiliser une grosse partie de sa trésorerie, alors que la personne physique va forcément utiliser moins d'argent, eh bien, pour que l'intérêt économique soit garanti,
eh bien, on doit préserver une certaine quotité d'actionnariat à la société française ou européenne. Okay. Et on sait que c'est à peu près 30-35%. Plus on va donner de pourcentage, plus on va sécuriser l'opération. Quelqu'un qui dit tout simplement, moi, ma compagnie française, elle a investi 500 000 euros, mais elle a 10% du capital. Déjà, c'est pas mon opinion, mais la jurisprudence et la doctrine dit, eh bien, on sait d'ores et déjà que utiliser 90% de constitution de patrimoine pour une société, alors que la société française, qui est le trésorier, qui est l'investisseur, on lui réserve que 10%, on sait qu'on est déjà mal parti. C'est bancal. On sait que déjà c'est mal parti. Okay. Mais c'est la réalité en fait. Imaginez-vous parler avec votre ami ou avec forcément un inspecteur ou une inspectrice qui vous interroge. Si déjà nous, on n'est pas capable d'y répondre, pourquoi une société française irait investir de l'argent? Parce qu'elle est là pour en gagner aussi. Et comment est-ce que c'est possible qu'il y ait un associé qui lui mette la quasi-totalité de l'argent et qui ne reçoivent que 10%? Est-ce que vous l'admettriez d'un associé tierce? Non. C'est un manque de... Ouais, c'est du bon sens après. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Donc, ce qu'on n'est pas capable de défendre pour les uns, on ne peut pas être capable de défendre pour la société. Donc, on crée une société aux Émirats. On a cette assemblée générale qui nous autorise à prendre une participation dans la société émirati. Ici, on a pour associer, évidemment, les personnes physiques et la société en tant que telle. Je passe au passage les sujets avec ce qu'on appelle les conventions réglementées. On a quelques petits sujets à traiter en France avec ce qu'on appelle un rapport spécial, puisque c'est un accord entre moi-même et la société où je suis associé, d'accord? Mais ça, votre avocat, votre expert comptable français le traitera en une quarantaine de secondes, et on va donc créer cette société aux Émirats Arabes Unis, dans lequel on a cette société française qui est actionnaire et qui donc va jouer son rôle, qui est le rôle d'investisseur financier. Ok, super. Si c'est trop clair pour vous, dites-le en commentaire. C'est trop facile, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a fait le point autour de tout ça. J'ai créé ma société, ici au niveau de Dubaï. Ça m'a coûté entre 5 et 10 000 euros. Oui, c'est ça. Ça dépend du type de licence. On peut bien sûr le faire le moins cher. On sait créer des visas de résidence, bien évidemment. On a une convention trésorerie qui existe entre la société française et la société émiratie, la même qu'on aurait rédigée entre sa société et sa SCI, pour permettre à la société française d'envoyer cet argent-là. Ça, c'est très important, évidemment. Et au passage, on réfléchit à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'avenir, et on va construire un pacte d'associés. Un pacte d'associés, c'est une règle du jeu entre les différents associés, ça on le sait pour tous les entrepreneurs. Et là, on va en créer un entre la société française et moi, investisseur personne physique, qui dit tout simplement, eh bien, je donne les règles, qui me dit que tu m'as aidé à construire ce projet, tu vas gagner de l'argent, t'inquiète pas, je te garantis que dans 5 ans maximum, je te rachète tes parts à une valeur que j'ai déjà définie. Ça nous permet d'avoir déjà la clause de sortie avant d'avoir commencé. Et pour les impôts, c'est très important de fixer les règles du jeu avant et pas après. Déjà, j'ai réglé l'envoi de trésorerie, j'ai réglé ma sortie, et j'ai l'investisseur qui va envoyer de l'argent pour un projet économique où il sait déjà qu'il va gagner 1, 2, 3% par an, multiplié par le nombre d'années. Ok, super cool. Et derrière, donc, la société est montée, je commence à investir via cette société dans l'immobilier ici, je peux acheter du off-plan, je peux acheter du secondary, ça derrière, c'est pas ça, on fait ce qu'on veut. Derrière, je génère des revenus. C'est un peu le but de faire ça. Je génère des revenus, que ça soit revenus locatifs ou potentiellement revendre si on veut faire du flip. Ces revenus-là, qu'est-ce qui se passe? Alors au niveau de Dubaï, on connaît, sachant qu'on va être dans une société, donc si on dépasse les 100 000 euros de bénéfice, il y aura un peu d'impôt, à savoir 9%. Et sinon, c'est quoi un petit peu la partie, si on remonte, si l'argent doit rester ici, est-ce qu'on le ramène en France? Ça, c'est le sujet qui crispe un peu les gens, quoi. Ouais, bon, c'est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Bon, les 9%, je le dis quand même pour rassurer tout le monde, on a 9% d'impôt sur la société, personne ne nous empêche d'avoir des salaires, et donc d'avoir un résultat à zéro, et donc de ne pas payer d'impôt au passage, pour rassurer un peu tout le monde. Et sachant, avant de faire 104 bénéfices, il faut quand même envoyer ça, pas mal. Mais bon, ça peut aller vite, avec 4-5 biens, ça peut aller vite. Et là, j'ai entendu beaucoup de bêtises, évidemment, sur qu'est-ce qui se passe pour la société française. Eh bien, la même chose que quand vous avez une société française qui investit dans une société. Tant que la société peut faire 1 million d'euros, la filiale, donc peut faire 1 million d'euros de résultats, tant qu'il n'y a pas de distribution de dividendes, zéro impact sur la holding. Zéro. Donc ça veut dire que concrètement, je peux avoir un investissement
mettre de l'argent et avoir zéro d'impact en fiscalité. Et évidemment, on imagine que c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que l'optique, évidemment, c'est de garder cette trésorerie pour rembourser l'avance que la société française a mis dans le cas de ce projet-là, et certainement pas de se verser des dividendes. Et s'il y avait, pour une raison incroyable, parce que c'est pas ce qu'on conseille à nos clients, des dividendes, eh bien, ça serait des produits financiers qui seraient sur la partie française, tout simplement. À hauteur de 30% ou de 25%. 25%, voilà. okay. Mais en tout cas, contrairement à ce qu'on entend dans les réseaux, il y a zéro impact fiscal, à moins qu'on le crée, à moins qu'on le veuille directement sur la société française. À savoir, on renvoie tout sur son compte perso, forcément, au bout d'un moment, il va falloir payer quelque chose. On est d'accord. Exactement. Ok. Quels sont, selon toi, les 2-3 choses, 2-3 risques par rapport à ça? Est-ce que, parce que j'ai aussi des gens qui me disent, moi, ça m'intéresse d'investir en société à Dubaï, mais Dubaï, ça fait vite sonner les alarmes. Et sachant que tout le monde en France, voilà, fait comme il peut, tout le monde n'est pas exactement carré de base, donc ça aussi peut les freiner. Est-ce que tu penses aujourd'hui que monter une structure à Dubaï pour investir dans l'IMO, ça peut tirer la sonnette d'alarme du côté du fisc français? Alors là, Quentin, je vais te parler de la vraie vie. La vraie vie, c'est que le même gars qui va être en retard systématiquement sur ses déclarations de TVA et sur son impôt de société, même de 1 jour, 2 jours, 3 jours, le warning dans le système d'administration fiscale sera beaucoup plus visible que si on a pris une participation. On a le même risque pour une participation sur une SCI émiratie que pour une SCI française, tout simplement parce que concrètement, sur une liasse fiscale d'une SCI française, rien n'indique qu'on a fait un investissement aux Émirats Arabes Unis. Et bien évidemment, le vrai risque, entre guillemets risque, c'est la banque, parce qu'il faut documenter ce virement auprès de la banque. C'est elle qui peut se tirer. Pourquoi, où par l'argent, avant de faire un virement, voilà la forme F, voilà mon projet d'investissement, c'est pour ça que j'investis, voilà l'Assemblée Générale AST, la convention de trésorerie. Quand on a toute la documentation auprès d'une banque française, eh bien, les virements s'établissent sans aucun problème. Et à titre personnel, j'ai un cabinet en France, je n'ai pas eu un seul contrôle fiscal sur aucun de mes clients qui investit au travers d'une filiale émiratie sur ces 10 dernières années. Par contre, j'en ai eu pour des artisans qui ne déclaraient pas sa TVA correctement avec 2 ou 3 jours de retard parce que l'inspectrice me disait ça a fait sonner le signal d'alerte de nos services, tout simplement. Parfait. Je te laisse regarder cette caméra. Pour les gens qui veulent te contacter, toi, c'est quoi ton process? Comment ça marche? Et je mettrai toutes les infos en commentaire dans la description de la vidéo. En fait, nous fonctionnons par consultation. Donc, quand il y a des sujets, en général, des fois, les gens m'envoient des messages. Je ne peux pas y répondre parce qu'évidemment, on a besoin de connaître les paramètres et parce que c'est notre business model aussi de proposer des consultations. Donc, en général, ce que je propose, c'est une consultation. En général, une consultation, ça coûte entre 200 et 300 euros. Ça dépend du temps qu'on y accorde. Et à partir de là, on peut vous accompagner et on peut vous accompagner avec vos propres conseils. Il y a des gens qui me disent mais moi je ne veux pas changer de conseil, je ne veux pas changer d'avocat, je ne veux pas changer d'expert comptable. On peut faire comme dans le domaine médical, c'est-à-dire assister à un confrère qui a moins l'habitude et s'assurer que tout se passe en toute sécurité. Je pense que cet épisode est fini. Ça a été extrêmement clair, extrêmement précis. Merci Quentin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que j'aborde d'autres sujets avec d'autres experts, c'est l'objectif de cette chaîne YouTube, m'entourer de personnes qualifiées dans chacun des domaines et d'ailleurs pouvoir proposer des services adéquats. Merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.